Merci, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si on va réussir à enflammer autant que la session précédente ce soir avec notre sujet sur la transition écologique et énergétique, sujet qui soulève aussi les passions, mais qu'on va certainement traiter de manière un peu plus raisonnable. Libre, ouvert, est-on condamné à restreindre nos libertés pour préserver la planète ? Voilà finalement la question qui est posée en préambule de ce débat, libre ou vert. Et pourquoi pas libre et vert? Pourquoi opposer l'un à l'autre? Ou plus exactement, comment faire pour ne plus opposer l'un et l'autre? Le changement climatique, nous le savons tous, est un enjeu essentiel aujourd'hui. Il est désormais inévitable. Il aura certes des coûts, il générera des frustrations, engendrera des réticences. Les gilets jaunes sont encore dans tous les esprits. Il faudra donc trouver les clés pour le rendre acceptable par tous. Pour parler de tout ça, ce soir, un très beau panel que je vous présente rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Lydie Lescarmontier, à ma gauche, qui est glaciologue et éducatrice au changement climatique. Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui président de Patrimoine nucléaire et climat. Madame la ministre, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. À sa gauche, Patrick Martin, qui est président délégué du MEDEF. Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, et à ses côtés Carole Delga, présidente des régions de France et présidente de la région Occitanie. Et nous avons au bout Pierre Urmic, qui est maire de Bordeaux. Merci à tous de participer à cette table ronde. Alors, Madame la ministre, on va se tourner vers vous en premier. Vous êtes ici devant les chefs d'entreprise et au fond, il y a une question essentielle qui les taraude. La transition qui est en cours en ce moment, elle est inévitable. Et est-ce qu'elle doit à tout prix se traduire par une opposition entre écologie et économie? Non. Voilà. Non, évidemment non. Elle ne doit pas se traduire par une opposition, mais plutôt par un travail qu'on doit faire tous ensemble. Pourquoi? Parce que maintenant, le changement climatique, il est là. Les preuves, on les voit tous les jours. On les a encore vues malheureusement beaucoup trop cet été, avec des conséquences qui sont assez terribles. Le rapport du GIEC qui vient de sortir nous le dit. Ça va même plus vite que ce qu'on pensait, puisque l'augmentation de 1,5 degré qui était prévue beaucoup plus tard va arriver dès 2030, selon les prévisions que nous avons, mais qui sont des prévisions étayées scientifiquement. Moi, je crois que c'est toujours très, très important de sortir des postures et de regarder les faits. Les faits, ils sont là. Et donc, la question qu'on a à se poser, c'est pas trop quelles sont les libertés qu'on peut perdre maintenant, mais quelles sont les libertés qu'on va perdre si on ne fait rien. Et je pense que si on ne fait rien, et maintenant tout le monde se le dit aussi, en 2100, les libertés qu'on aura perdues, ça n'aura aucune commune mesure avec les débats qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça n'aura plus aucune commune mesure. Donc face à ça, comment on agit ? Je crois qu'on doit sortir aussi de ce que je peux entendre parfois sur le shame sur l'avion, par exemple, ou sur l'interdiction par-ci ou par-là. On peut avoir des réglementations, mais je crois que l'important, c'est plutôt, et en tout cas c'est le choix qu'a fait l'État, c'est d'accompagner le changement, d'accompagner la transition en donnant des directions, en disant voilà, face au réchauffement climatique, la première chose qu'on a à faire, c'est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre et on regarde comment on peut faire pour limiter les émissions au maximum. Et donc, c'est le travail qu'on fait à travers le plan de relance, par exemple, où on a 30 milliards qui sont consacrés à aider à passer cette transition, que ce soit aux entreprises, mais aussi plus généralement à l'ensemble de la société. On a des aides aux entreprises qui ont été faites. On a d'ailleurs aujourd'hui, à travers un certain nombre de programmes, aidé plus de 100 projets qui ont permis déjà de baisser d'1 million de tonnes de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que ça marche, mais aussi avec d'autres types d'aides pour les collectivités, pour nos concitoyens, parce que nos concitoyens qui veulent aussi aider à la transition écologique, mais ils n'ont pas forcément toujours les moyens de le faire. Donc on va accompagner par exemple dans les aides au changement de véhicules pour avoir des véhicules moins polluants à travers des primes à la conversion, les bonus, etc. On a
cette volonté d'accompagner, mais cette volonté d'accompagner, elle doit aussi permettre de laisser le choix. Et je crois que c'est très important qu'on puisse avoir un choix qui soit proposé aux entreprises, à nos concitoyens. Par exemple, dans la loi Climat Résilience, eh bien, on a travaillé sur l'information, sur l'étiquetage des produits pour que nos concitoyens qui vont faire leurs courses puissent choisir un produit qui serait plus vertueux en termes de protection de l'environnement. Et on se rend compte que ça fait déjà bouger les choses. Par exemple, une initiative qui avait été prise avant dans la loi AGEC, c'était l'indice de réparabilité des produits. Vous allez avoir, quand vous allez aller acheter votre machine à laver ou votre cafetière, un indice qui vous dira si le produit est réparable ou pas. L'indice tiendra compte aussi du fait que les pièces détachées sont disponibles. Parce qu'on peut dire que c'est réparable, mais si on ne peut jamais avoir des pièces détachées ou si elles coûtent aussi cher que le produit lui-même, évidemment, ça n'incite pas à réparer le produit. Eh bien, depuis qu'on a mis en place cet indice de réparabilité, nous avons des constructeurs qui nous appellent pour nous dire, vous savez, là, je suis en train de revoir les conceptions de mes produits pour justement qu'ils aient une meilleure étiquette, parce qu'ils comprennent bien que ça a un intérêt pour eux de revoir leur conception. Donc, c'est un système qui est vertueux et qui, pour moi, est le meilleur système. Accompagner, laisser le choix, mais expliquer clairement où on en est. C'est ça la bonne méthode, parce qu'on parlait de la liberté, et je ne vais pas être plus longue parce que je pense qu'il faut qu'on ait le temps d'échanger. La liberté d'aller droit dans le mur, c'est pas trop mon credo. Voilà. Alors, leur laisser le choix, ils vont l'entendre, ça ce soir, les chefs d'entreprise. Donc, vous leur confirmez vraiment de manière très ferme que vous n'êtes pas là pour imposer et encadrer du sommet de l'État. Ce qu'ils ont pu craindre, on les a entendus, ces chefs d'entreprise, avoir des craintes sur ce qu'on pouvait leur imposer. Non, vous n'êtes pas là pour ça. L'État, il est là pour donner des impulsions. Il est là pour lancer des directions et il est là pour apporter un cadre. Et après, les entreprises travaillent dans ce cadre-là. Ça a toujours existé. Je crois que c'est notre rôle à nous de faire ce travail d'impulsion, mais on n'arrivera jamais à lutter ensemble contre le réchauffement climatique et à lutter surtout contre ses conséquences si on fait ça chacun dans son coin. Donc le travail, c'est de donner l'impulsion, mais après de travailler ensemble à la mise en œuvre concrète. Et évidemment, les entreprises ont un rôle crucial à jouer. On n'y arrivera pas sans les entreprises. Alors avant de revenir sur le rôle des entreprises, évidemment, vous avez déjà dit beaucoup de choses, Madame la Ministre, qui vont susciter des réactions. Je me tourne vers Lydie Lescarmontier pour nous faire vous êtes notre scientifique de ce panel, pour nous faire un rapide état des lieux du réchauffement climatique. Vous le citiez tout à l'heure, le rapport du GIEC vient de sortir. Il nous montre que la situation se dégrade plus vite que prévu. Alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors moi, je voulais commencer par dire que je suis quelqu'un de plutôt optimiste et positif. De toute façon, j'aurais pas pu travailler pendant 13 ans sur le climat sans l'être un minimum. Mais j'avoue que la sortie du dernier rapport a vraiment été un choc pour moi et a un peu entamé cette positivité, puisque, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans les médias, il est quand même assez différent des rapports précédents. Madame la ministre en a parlé. Ce rapport montre que le réchauffement est beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide que ce qui était attendu. Et ça, c'est dû, je vais vous parler un petit peu du contexte, notamment au fait que pendant longtemps, les sols, les forêts, les océans ont absorbé une grande partie de ces gaz à effet de serre et nous ont en quelque sorte protégés du réchauffement climatique. Mais ce pouvoir tampon est en train aujourd'hui de s'affaiblir. Et donc, ce qu'on va émettre va aller beaucoup plus rapidement dans l'atmosphère et va entraîner beaucoup plus de réchauffement que ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. En 2018, nous avons dépassé 1 degré de réchauffement. Là, nous sommes à 1,1 degré. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on se rapproche très très vite dans les années à venir des 1,5 degrés, puis des 2 degrés si on ne fait rien, qui étaient les objectifs de l'accord de Paris. Et pourquoi c'était des objectifs ? Notamment parce qu'on sait que si on dépasse les 2 degrés, on arrive dans des climats qu'on ne maîtrise pas forcément bien. Et notamment, on va atteindre des seuils, en quelque sorte, où on sait qu'on peut avoir des points de non-retour, avec par exemple les calottes de glace telles que celles du Groenland, qui pourraient déverser des très grandes quantités de glace vers les océans, avec forcément une modification des courants, mais aussi la hausse du niveau marin qui sera associée à ça. On a aussi enregistré une diminution de la productivité, donc c'est 4 à 10%. Dans certaines parties du monde, telles qu'en Asie ou en Afrique, on a déjà
un tiers de la productivité des sols qui a diminué. Et donc ça entraîne aussi 130 millions de personnes qui vont être sous le seuil de pauvreté extrême dans les années à venir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Donc ça a forcément des conséquences à l'échelle mondiale et pas forcément juste dans ces pays-là. Autre chose qui a l'air anecdotique, en fait, quand on fait un petit peu le bilan de tout ça, mais c'est que 2 degrés d'augmentation de la température, c'est aussi la fin des coraux sur Terre. Alors, moi, c'est quelque chose, j'avoue, qui était présent déjà dans les anciens rapports du GIEC, notamment celui à 1,5 degré de réchauffement, et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, de me dire que moi, ma génération, en fait, allait connaître la fin des coraux. Je trouve que c'est assez frappant. Mais, pour finir quand même sur une note positive, puisqu'il faut l'être, il est encore temps, en fait, de placer ce curseur. On sait que le changement climatique, c'est quelque chose qui est en route. On sait que de toute façon, le monde qu'on va vivre dans les années à venir sera différent de celui qu'on a pu connaître. Ce n'est pas irréversible, ça va être en place pendant quelques centaines d'années, mais on peut limiter ce réchauffement, notamment à 1,5 degré. Après, c'est à nous en fait, de mettre en place cette décarbonation de nos sociétés, de nos économies, et de prendre ce virage en tête d'épingle à 130 km/h. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut l'anticiper finalement, ce virage. On comprend que votre optimisme soit un petit peu entaché avec le tableau que vous venez de nous dresser. Mais voilà, l'anticipation peut permettre, du point de vue de la scientifique que vous êtes, de réduire les dégâts. Oui, complètement. Ça répond un petit peu à la question du débat libre-ouvert. Je pense que cette anticipation, en fait, elle va nous permettre de gagner un petit peu de liberté. Moi, j'ai un exemple personnel vraiment bête, mais il y a 1 an et demi, j'ai réussi à négocier un télétravail, et donc j'ai pu m'installer un peu n'importe où, en fait, en France. Mais la première chose que j'ai fait, en fait, en achetant ma maison, c'était prendre la carte dose du niveau marin et de la température pour voir à quel endroit je pouvais m'installer aussi, puisque je sais que dans mon échelle de temps, moi, donc dans les 10-20 prochaines années, il y a des endroits en France qui seront assez peu vivables. Donc oui, je pense que l'écologie, c'est une manière de gagner un petit peu sur cette expérience complètement passive qu'on fait en fait depuis 150 ans. Et en devenant proactif, on peut retourner dans une certaine mesure ce système et regagner sur cette liberté. Merci beaucoup, voilà, qui donne à réfléchir. Catherine MacGregor, alors, on imagine que vous êtes en partie d'accord avec ce qui vient d'être dit. Libre et vert, c'est entreprendre et commercer en respectant l'avenir de la planète, ce qui au passage n'est pas sans coût pour les entreprises, ça on pourra en reparler, mais on imagine bien que c'est vers ça que vous allez, que vous tendez de manière naturelle, vous, en tant que grande chef d'entreprise. Oui, alors évidemment, en tant que chef d'entreprise, déjà, pour moi, l'écologie, c'est forcément un moteur, quelque chose qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous développer. Ça ne peut pas juste être un frein, ça ne peut pas être juste mettre des interdits. L'écologie, pour Engie, c'est essentiellement l'énergie. L'énergie, c'est vraiment notre métier. Donc, quand on pense à la transition écologique pour Engie, on pense à la transition énergétique. Et d'ailleurs, c'est fait partie de notre raison d'être au sein d'Engie. Nous luttons, nos collaborateurs sont chaque jour très motivés pour accélérer cette transition énergétique. Et cette transition énergétique aujourd'hui, en fait, elle a en face d'elle 3 défis qui sont absolument majeurs. Donc le premier, pour répondre en fait à l'impératif que vous venez de décrire, Lydie, de manière très imagée, c'est évidemment qu'il faut décarboner l'énergie. Et pour ça, il faut remplacer des sources d'énergie qui sont extrêmement polluantes, comme par exemple le charbon, par des énergies renouvelables, alors que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, que ce soit le biométhane, que ce soit etc., etc. D'autre part, il faut également s'assurer d'un approvisionnement sécurisé de cette énergie, ainsi que d'une maîtrise des coûts. Donc ce deuxième défi, il est vraiment double, parce que quand vous regardez la composition du bouquet énergétique que je suis en train de décrire, vous vous rendez compte qu'en fait, il est très différent de ce qu'il y avait avant, et qu'il faut vraiment réfléchir système. Il faut réfléchir système parce que les énergies renouvelables, elles sont intermittentes, elles ne sont pas toujours disponibles, il faut pouvoir les stocker,
il faut pouvoir produire de l'énergie quand il n'y a pas de vent. Et aujourd'hui, on voit souvent, par exemple en Allemagne, là récemment, il n'y avait plus de vent et donc plus suffisamment d'éoliens qui venaient sur le système. Et également, il faut adapter les infrastructures. Quand vous regardez tout ce qu'il faut faire, tout ce que je viens de décrire, ce sont des investissements évidemment massifs. Et donc, ce défi, il est vraiment double. Il ne s'agit pas juste de sécuriser l'approvisionnement, il s'agit également de maîtriser les coûts de toutes ces nouvelles énergies. Et ces 3 défis sont très importants. Alors, le 3e défi, évidemment, c'est celui de l'acceptabilité des nouveaux projets. On voit en France que certaines énergies provoquent beaucoup de rejets, beaucoup d'émotions. Nous passons beaucoup de temps chez Engie à regarder pour nos nouveaux projets de renouvelables, travailler le plus possible avec les maires, avec les présidents des régions, avec les communautés, les territoires, pour vraiment comprendre quels sont les rejets, les difficultés, pour regarder tous les enjeux autour de la biodiversité. Par exemple, Engie en France, aujourd'hui, emploie à temps plein 7 spécialistes de la diversité pour vraiment arriver à adresser ces sujets d'acceptabilité sans lesquels, franchement, la France, Madame la Ministre, vous le savez mieux que moi, va être en retard sur ses objectifs de décarbonisation de l'énergie renouvelable. Mais alors, pardon, je vous coupe. Comment on fait pour embarquer la société dans ces projets? C'est un vrai enjeu. Je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte que si on ne fait pas tout ça, on va avoir une situation catastrophique. Une situation où, potentiellement, l'énergie sera extrêmement chère. Potentiellement, l'énergie ne sera pas toujours disponible. Imaginez, il faudra peut-être, parfois, couper le courant quand il fera très froid ou quand il fera très chaud, ce qui risque d'arriver un peu plus. Donc cette situation, elle est juste inacceptable. Et la 3e situation inacceptable que l'on pourrait envisager, si on ne fait pas tout ça, c'est quand même de dire, on va continuer à augmenter les émissions de carbone et potentiellement rendre la vie sur Terre impossible. Les conséquences, elles sont aussi dramatiques que ça. Donc, on n'a pas le choix. Et donc, je vais répondre à vos questions en parlant peut-être de ce triangle des acceptabilités. Il faut parler de ce triangle des acceptabilités parce qu'aujourd'hui, on parle des acceptabilités de l'éolien. Et alors, l'éolien, ça devient le grand diable. Mais ne jamais parler de cet éolien en isolément. L'éolien, il faut le mettre en regard de ce qui va se passer si on n'arrive pas à atteindre nos objectifs de décarbonisation. Donc, pensons triangle des acceptabilités et construisons notre pédagogie, notre communication, le travail que nous devons faire, grosse responsabilité de nous tous sur ce panel bien sûr, autour de la conviction des parties prenantes, mais il doit vraiment parler de ce triangle et pas juste de ce qui va se passer avec cette ferme éolienne qu'il faut bien sûr bien intégrer dans nos territoires, mais ça ne peut pas être pris en isolation. Donc regardons les 3 en même temps, voilà. Alors du coup, je vais rebondir sur ce triangle qui paraît nécessaire de votre point de vue pour faire avancer les choses. J'ai envie de vous demander à tous, finalement, est-ce que les Français sont prêts à le comprendre, à l'accepter de ce que vous voyez, vous, au quotidien, dans vos entreprises, vos territoires? Est-ce que les Français sont mûrs pour ça? Allez-y. Oui, clairement. Parce que les réticences sont là, donc cette maturité, il va falloir l'acquérir. Les Françaises et les Français sont tout à fait matures parce que dans le quotidien, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, le dérèglement climatique, il est présent. Je veux dire, nous voyons la disparition des abeilles, nous voyons maintenant des rivages qui sont en train de reculer, nous avons des inondations qui sont beaucoup plus fréquentes, des événements climatiques très forts. Donc il y a une vraie prise de conscience. Et ce que nous demandent les Françaises et les Français, c'est de pouvoir les accompagner parce que en effet, pour pouvoir être libres, nous devons être verts. Nous devons être verts parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre sous cette pression, ce sous-couperet, d'un environnement qui se dégrade et qui devient invivable. Mais en même temps, pour être vert, il faut être libre. C'est-à-dire nous ne pouvons pas avoir des prescriptions, des oukases, des interdictions, parce que nous sommes dans un monde qui est insécurisant, aujourd'hui avec un contexte sanitaire quand même qui est complexe, où on voit que les variants se multiplient. Et donc nous avons besoin de pouvoir
être accompagnés, d'avoir des progressions, et nous avons toujours besoin d'avoir la liberté d'agir, mais nous devons être dans un collectif d'accompagnement. Nous devons démontrer sur la question, par exemple, de l'éolien flottant. Quand j'entends certains qui disent qu'il faut, ou l'éolien tout court, interdire l'éolien. Mais disons au territoire, dans les parcs naturels régionaux, qu'est-ce qui se passe? Madame la ministre le sait bien. Et dans un parc naturel régional, on dit à l'ensemble des habitants, à l'ensemble des acteurs de ce territoire, choisissez la partie du territoire où il pourra y avoir de l'éolien. Et à ce moment-là, on inverse complètement. C'est-à-dire qu'on dit aux industriels, sur ces territoires-là, je suis d'Occitanie, comme mon accent l'indique, mais par exemple à Aubrac, parce qu'il y a la préservation des paysages à Aubrac, et puis il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y aura pas d'éoliennes. Mais en revanche, un peu plus au sud, sur les Grands Causses, eh bien, sur certains territoires, il y a une acceptabilité. Et ça, c'est fondamental. Donc, la maturité, elle est là, mais il faut être ambitieux, accompagnant. On ne peut pas être dans le l'oukase. Voilà, je suis aussi de la patrie de l'aéronautique. Moi, je suis pour l'avion. C'est pas parce que... Non, mais je suis pour l'avion. Voilà. Parce que c'est un choix de société. L'avion, c'est la rencontre. Et quand vous refusez la rencontre, quand vous vous repliez sur vous-même, à ce moment-là, c'est la guerre. Et la première condition pour l'économie, pour les chefs d'entreprise, c'est la confiance, c'est la paix. On a besoin de l'avion pour rencontrer, mais bien sûr qu'il faut l'avion plus léger, plus électrique, voilà, hydrogène, ainsi de suite. Mais c'est cela, c'est la conciliation qui nous permettra de sortir. Edgar Morin, qui nous donne les leçons d'un siècle de vie, explique que c'est à travers la conciliation. Et donc, on peut être libre et vert. Alors, je vais justement me tourner vers Bernard Accoyer, parce que quand on a discuté pour préparer ce débat, vous saurez tout, Bernard Accoyer m'a dit « on ne peut pas être libre et vert, c'est impossible ». Alors, moi, j'ai été un peu interpellée. Et finalement, eh bien, vous allez nous expliquer, monsieur Accoyer, votre point de vue sur cette difficulté de liberté et de verdissement en même temps. Oui, merci. Merci au président Roux de Bézieux d'avoir mis ce débat sur la table. Il est essentiel, surtout devant des entrepreneurs. Alors, s'il s'agit de savoir si l'on peut être libre avec une économie décarbonée et circulaire, la réponse est oui, mais il faut des décisions urgentes, fondées sur la science, des décisions courageuses, et ça n'est pas, notamment en matière d'énergie, la voie qu'a pris la France depuis quelques années. Si on prend le mot vert dans l'acception que l'écologie politique lui donne, c'est-à-dire des directives qui sont restrictives, qui, disons-le, vont vers la décroissance, alors non, il n'est pas possible d'être libre et vert. Prenons, si vous voulez, le cas de l'énergie. Je centrerai ma réflexion sur l'énergie. Pourquoi l'énergie? Parce que l'énergie, c'est le premier facteur qu'il faut modifier dans ses sources, remplacer les énergies fossiles par des énergies décarbonées. Et remplacer les énergies fossiles par des énergies décarbonées, c'est énorme, parce qu'en France, c'est plus de 70% de l'énergie finale qui est d'origine fossile, et dans le monde, c'est 80%. Pour décarboner, il va falloir électrifier les transports, les bâtiments et les process industriels. Il faut évidemment que cette électricité soit décarbonée. Il faut donc qu'on réfléchisse aux moyens de la produire et en quelle quantité il faut la produire. Or, il se trouve qu'il faut donc avoir un travail prospectif très sérieux sur les consommations futures et sur la nature, la composition du parc de production d'électricité. Et ces prévisions, en France, ont fragilisé notre avenir en matière énergétique. Je m'explique. Sous la pression de l'écologie politique, très influente au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, alors qu'on a mis dans ce ministère l'énergie en 2007, ce qui a été une erreur, on aurait dû le garder, bien entendu, l'énergie à l'industrie, avec des ministres qui ont souvent été et qui sont des militants antinucléaires, eh bien, on est arrivé à une situation où on a sous-estimé les besoins futurs en électricité, je vais y revenir, et où on a prévu, ou pas prévu d'ailleurs, une évolution du parc de production
électrique qui ne répondra pas aux besoins tels qu'ils se révéleront être nécessaires si on va vers la décarbonation indispensable pour sauver le climat. Sur les prévisions de consommation d'électricité, il y a un maillon qui a été défaillant et qui est défaillant depuis une dizaine d'années, c'est RTE. Les présidents des conseils d'administration de RTE ont été l'objet de nominations que je n'hésite pas à qualifier de nominations politiques au lieu de nommer des scientifiques, des praticiens de l'énergie, de l'électricité. Dès lors, au lieu de donner l'alerte, parce que c'est la mission que la loi a confiée à RTE auprès des pouvoirs publics pour leur dire « vos bases de calcul sont erronées et l'évolution du parc ne répondra pas aux besoins », eh bien, ils ne donnent pas l'alerte. Et je le dis ici, solennellement, publiquement, c'est très grave. Les prévisions de consommation qui ont été retenues pour élaborer la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, c'est plus 30% de besoin d'électricité en 2050. Alors, en comparaison, l'Allemagne prévoit plus 70 à 80%, la Grande-Bretagne plus 80%. Voilà pourquoi les académies des sciences, l'Académie des technologies, France Stratégie ont sonné l'alerte, mais personne n'a bougé. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Sur la composition du parc, qu'est-il prévu dans la prévision pluriannuelle de l'énergie, la PPE? Il est prévu de fermer 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035. C'est évidemment extrêmement imprudent, dangereux, je dirais même irresponsable, ça ne pourra pas se faire. Voilà les fondements des deux textes qui prévoient la disposition d'énergie pour faire fonctionner notre économie, pour que l'on ait à tout moment, en face de la demande, l'électricité disponible. Donc, non, avec un tel schéma qui s'inscrit dans ce que l'écologie politique, ce que l'on appelle les Verts, ont souhaité impulser et qu'ont accepté les gouvernements, non, on ne sera pas libre et vert. Alors, je vois que Pierre Urmic attrape son micro et veut réagir à ce qui vient d'être dit. Très bien. J'avoue que j'ai du mal à entendre ce terme d'écologie punitive, parce que vous remarquerez que ce n'est qu'à l'occasion des politiques écologiques et environnementales que l'on utilise des termes aussi violents, comme si toutes les autres politiques étaient des politiques festives, agréables. Les politiques, par définition, les politiques publiques sont liberticides. Je regrette de le dire, il n'y a pas que les politiques environnementales. Elles sont liberticides au sens, j'ai envie de dire, étymologique du terme, c'est-à-dire qu'elles sont des atteintes à nos libertés individuelles, au sens où l'entendait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté consiste à tout faire qui ne nuit pas à autrui. Or, vous avez des comportements, vous avez des politiques qui nuisent à autrui. Un comportement, par exemple, de pollueur, la pollution nuit à autrui. Elle nuit à la santé, pollution de l'air, les particules fines, vous savez, c'est 48 000 décès par an. C'est pour ça qu'on est amené à prendre des mesures liberticides. Il y a une mesure qui est très liberticide et qui n'est pas souvent citée, vous ne l'avez pas citée, M. Accoyer, par exemple, la circulation alternée. Circulation alternée, c'est une atteinte fondamentale à la liberté de circulation. Et on le fait parce que c'est une réponse à un problème sanitaire qui, lui, est 10 fois plus punitif que ce que vous qualifiez d'écologie punitive. Peut-on accepter qu'il y ait 48 000 décès annuels qui sont liés à la pollution de l'air? Peut-on accepter aussi toutes les pathologies liées à la malbouffe? Peut-on accepter qu'il y ait autant de décès à l'occasion des canicules estivales? Donc, si vous voulez, les politiques sont effectivement liberticides, mais elles répondent à des mots qui sont encore plus liberticides que les politiques qui sont prises. Alors, quand vous dites libre et vert, moi j'ai envie de dire oui, libre et vert, mais ça suppose une troisième qualité. Troisième qualité, c'est d'être ouvert. Et ça veut dire quoi être ouvert? C'est ouvert, bien sûr, à la discussion, mais surtout ouvert à la conscience du monde. Et quand on entend ce qui se dit ici, c'est que l'heure est grave. Il ne faut pas laisser croire aux gens qu'on a le choix aujourd'hui d'être écologiste ou de ne pas être écologiste. On n'a pas le choix. L'état de la planète tel que vous nous l'avez décrit nous impose de prendre rapidement des mesures qui seront difficiles à
acceptée par certains, mais considèrent qu'on n'a pas le choix. Choisir aujourd'hui, excusez-moi d'employer le mot, la sobriété, c'est éviter d'avoir demain l'austérité. Et la différence entre la sobriété et l'austérité, vous la connaissez. La sobriété, c'est se passer de l'accessoire, et l'austérité, c'est se passer de l'essentiel. Donc, je pense que plus de sobriété, et ce mot-là, je suis content de l'introduire dans notre débat, le choix de l'écologie aujourd'hui, c'est de mettre un terme au gaspillage, c'est de choisir la sobriété, d'avoir des comportements, les uns et les autres, écologiquement responsables. Et je sais que le monde de l'entreprise y est prêt. Je suis maire, je rencontre des chefs d'entreprise, et je vois que sur Bordeaux, parmi les entreprises qui s'installent maintenant, beaucoup ont ce souci de leur impact positif sur le territoire, mais aussi de leur impact carbone sur le territoire. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais je salue l'effort de beaucoup de chefs d'entreprise qui se situent parfaitement aujourd'hui dans ce challenge. Vous l'avez évoqué vous-même, Monsieur le Président Roux de Bézieux, cela nous impose des changements en profondeur, hein, c'est votre expression, cela nous impose, vous impose, mais nous impose à tous, y compris aux salariés, impose des efforts considérables, et je pense qu'il faut le dire. Mais si on continue à leur dire c'est un monde punitif qu'on vous prépare, à mon avis, ce n'est pas la meilleure façon de les préparer à ces efforts qui me paraissent tout à fait nécessaires et souhaitables, parce que nuire à la planète, c'est nuire à autrui. La planète, c'est nous. La planète, c'est peut-être une entité un peu abstraite qui continuera, même lorsqu'il n'y aura plus d'hommes qui vivront dessus, mais c'est la fin de l'humanité, quand même, qui est en train de nous être décrite, que nous a décrit le GIEC. Et je veux dire un dernier mot, si vous voulez, pour faire une liaison avec vos propos de cet après-midi, Monsieur le Président, et des échanges que vous avez eus avec le ministre Bruno Le Maire. Vous décrétez... Vous décrétez, je vais reprendre exactement, excusez-moi, votre expression du quoi qu'il en coûte, pardon. Vous décrétez la fin du quoi qu'il en coûte. Mais moi, j'aimerais que, de façon très consensuelle, parce que je suis persuadé qu'il y a des consensus autour de, même dans cette table, autour de la nécessaire transition écologique de nos territoires. Mais j'aimerais qu'on décrète ensemble, de façon consensuelle, aujourd'hui, comme vous l'avez fait tout à l'heure, la fin du quoi qu'il en coûte pour la planète. Car aujourd'hui, c'est la gabegie. Aujourd'hui, c'est la gabegie des comportements qui ne sont pas écologiquement responsables, qui ne respectent pas ces impératifs climatiques. Ça, c'est effectivement du quoi qu'il en coûte pour la planète. Donc voilà, je veux terminer là-dessus. Monsieur le Président, je serais heureux que l'on puisse partager cet impératif. Donc décrétons aujourd'hui à ces assises ou à ces journées d'été du MEDEF la fin du quoi qu'il en coûte pour la planète. Je pense qu'on aura très sérieusement avancé sur la question. Alors Pierre-Mick, merci, mais gardez le micro parce que moi, et très rapidement, j'ai une question, c'est-à-dire que vous, en tant que maire, comment on vous dit qu'il faut de la sobriété, comment ça se traduit très concrètement dans vos décisions et pour vos concitoyens? Alors, je vais parler un peu d'abord du monde de l'entreprise. Je disais que nous avons une urgence de développement économique à Bordeaux, bien sûr comme ailleurs. Autrefois, le slogan c'était « Magnétique Bordeaux », c'est-à-dire on attrapait tout. Aujourd'hui, j'avoue qu'on est plus sélectif. On veut des entreprises qui nous aident à réaliser la transition écologique du territoire. Nous avons le grand port maritime de Bordeaux qui est en train de se spécialiser dans le refit des moteurs pour faire en sorte qu'ils passent des moteurs diesel à des moteurs qui fonctionneront au gaz naturel liquéfié. Des tas d'entreprises nous contactent en nous disant « Écoutez, nous sommes intéressés pour venir nous installer à Bordeaux ». Un exemple très récent. Nous avons été contactés par des acteurs de l'économie circulaire pour créer à Bordeaux ce qu'ils appellent un village du réemploi. Ça vous intéresse, Madame la Ministre, vous évoquiez tout à l'heure la réparation, donc c'est un village du réemploi. Mais ce village de réemploi, mine de rien, ça crée 100 emplois. Ça crée 100 emplois. Donc aujourd'hui, il y a des emplois d'hier qui effectivement sont difficiles à maintenir, mais les emplois de demain, je pense que les dynamiques, elles existent et que c'est nous, notre rôle de politique, de tout faire en sorte pour les accueillir sur nos territoires. Nous avons une politique d'accompagnement de ces efforts qui sont aujourd'hui accomplis par le monde d'entreprise. Je vous dirai un dernier mot. Vous savez, quand j'ai été élu maire de Bordeaux, le président de la Chambre de commerce de Bordeaux raconte qu'il a reçu le lendemain
des tas d'appels téléphoniques de gens lui disent « Tu te rends compte, on a élu des gens qui n'y connaissent rien, ils sont obsédés par les plantations des arbres, ils ne connaissent que ça. » Une espèce d'inquiétude. Mais je vais vous dire, moi, pour les rassurer, ce qu'on leur a dit, il n'y a pas plus d'hurluberlu chez les écologistes qu'ailleurs. La biodiversité chez les écologistes, elle est la même que dans le monde politique et que dans le monde de l'entreprise, c'est la biodiversité. Vous vous dire, pour rassurer un peu les Bordelais, moi je suis avocat depuis un certain nombre d'années. Je connais le monde de l'entreprise. J'ai géré une PME, un cabinet avocat. Ma première adjointe, qui est adjointe aux finances et aux défis climatiques, elle a été responsable financière d'une grande entreprise nationale dont je ne dirai pas le nom. Donc si vous voulez, le monde de l'entreprise, on le connaît. Le monde de l'entreprise, on le connaît. Donc moi, mon premier travail, dès que j'ai été élu maire, ça a été de rassurer le tissu économique bordelais en le disant « Nous ne sommes pas adversaires, loin de là, nous sommes là pour vous accompagner et vous pour nous accompagner à réaliser la transition écologique de notre ville. » C'est un contrat de partenariat et je peux vous dire qu'ils ne me parlent pas d'écologie punitive. Hein. Ils sont plutôt heureux de travailler avec des élus qui connaissent leur monde et qui sont tout à fait ouverts à leurs problématiques et qui sont très déterminés à favoriser ce que sera le monde de l'entreprise de demain. Patrick Martin, vous avez l'impression que les entreprises sont accompagnées par les collectivités territoriales? Moi, les entreprises sont déjà capables de se prendre en main toutes seules. Moi, je voudrais témoigner que nos 190 000 adhérents... Nos 190 000 adhérents dans tous les secteurs d'activité ont dorénavant une conscience aiguë de ces enjeux environnementaux, mais également de biodiversité. J'ai le souvenir, en revanche, assez amer d'un entretien que j'avais eu à sa demande avec un grand élu municipal, élu donc lors des dernières élections, et qui, pendant un long moment, m'a un peu fait la leçon, me signifiant qu'en tant que chef d'entreprise, j'étais, j'allais dire, presque nécessairement inconscient, ou pire encore, indifférent à ces sujets-là. Ça m'avait un petit peu heurté. Je pense qu'on n'a pas de leçons à recevoir, on n'en a pas à donner non plus. Et donc c'est un point positif, d'une certaine manière, de relever que nos adhérents sont dorénavant, pour ceux qui ne l'étaient pas spontanément par nécessité, parfaitement conscients de ces enjeux. On le traduit d'ailleurs dans la réalité, parce qu'il ne suffit pas de faire des grandes déclarations. Le French Climate Pledge qu'a lancé le MEDEF l'année dernière, dorénavant rejoint par 250 entreprises, qui progressivement sont des entreprises d'une taille moins importante, et l'illustration très concrète de cet engagement, parce que cet engagement se traduit par des objectifs, se traduit par une transparence dans les réalisations. Donc on n'est pas dans les incantations, on n'est pas dans le politiquement correct. Dans cette affaire, une chose qui est importante, c'est d'essayer d'avoir un débat apaisé. Manifestement, c'est assez compliqué. Vous vous souvenez peut-être, Madame la Ministre, d'une séance qui s'était tenue au sein de votre ministère avec une délégation de la Convention citoyenne pour le climat, et où j'avais été pris à partie par une représentante de cette Convention citoyenne qui m'avait interpellé en me disant « Monsieur Medef, je vois les dollars rouler dans vos yeux ». Alors j'ai compris que c'était moi, Monsieur Medef. Bon. Et je me suis permis de la corriger aimablement, courtoisement, en lui disant d'abord je m'appelle Martin, et ensuite ce ne sont pas des dollars mais des emplois que vous voyez tourner dans mes yeux. Et quand je vois les situations que provoque cette nécessaire et impérative transition environnementale pour des entreprises qui en plus sont très territorialisées, sont essentielles pour la vie de certains territoires. Je pense à MBF à Saint-Claude dans le Jura, je pense immanquablement à Bosch à Rodez, je pense à Borg-Warner à Tulle, 450 emplois dans la sous-traitance automobile qui disparaissent à Tulle. Vous savez, vous pouvez expliquer à ces salariés que la transition environnementale va créer des emplois. Ces emplois, ils ne seront pas pour eux, ils ne seront probablement pas à Tulle. Donc, je crois que nous avons un impératif, Geoffroy l'a dit magnifiquement dans son discours inaugural, nous avons un impératif, un devoir de vérité, un impératif de loyauté, un impératif de transparence, un impératif de cohérence. Je voudrais illustrer mon propos. Il y a un certain nombre de dispositions récentes qui ont été prises et dont le MEDEF, dont les entreprises partagent totalement la finalité, mais dont la temporalité quant à la mise en œuvre nous paraissent très difficilement supportables. Si on parle de ZFE, les zones à faible émission,
il va falloir très rapidement, puisque d'ores et déjà il y a des dispositions qui sont prises, qu'un certain nombre de nos concitoyens, mais également un certain nombre d'entrepreneurs, changent leur véhicule, sans quoi ils ne pourront plus accéder au centre-ville. Ça n'est pas moi, je veux dire par là, ce ne sont pas les gens nantis, j'assume d'être un nanti, qui seront victimes de ces dispositions. Je dois dire que j'ai les moyens de m'offrir une voiture hybride, ce que je viens de faire, jusqu'au jour où on m'expliquera, et c'est parti pour que l'hybride, ça n'est pas la bonne solution, ou une voiture électrique. Je ne suis pas sûr qu'un logisticien qui travaille à 3 heures du matin sur une plateforme, qui ne peut pas accéder à des transports en commun, mais qui roule dans une 205 diesel d'il y a 15 ans, sera absolument enchanté d'apprendre qu'il ne peut plus accéder à son lieu de travail. Est-ce qu'il est anti-écologique ? Moi, je n'ai encore rencontré personne qui soit contre l'environnement. À ça, on nous répond, et c'est de tous bords politiques d'ailleurs, on nous répond, je pense singulièrement à l'Île-de-France, ne vous inquiétez pas, il y aura des subventions. Qui va payer les subventions ? Il y a une espèce d'angle mort dans la présentation qui est faite de ces politiques fondées, j'insiste, fondées, qui est tout de même un petit peu inquiétante, et les mêmes qui, à un moment donné, se disent c'est une bonne solution, le jour où dans leur chair ils le vivront, changeront peut-être d'avis. On a quand même eu un précédent assez douloureux et très grave en définitive avec les Gilets jaunes. J'en finis en citant un autre exemple, qui est celui du logement. L'obligation de rénovation énergétique des logements ou le zéro artificialisation nette. Évidemment, quand on sait quelle est, si l'on peut dire, la contribution du logement aux émissions de gaz à effet de serre, c'est une priorité, comme le transport est par ailleurs une priorité. Très bien, mais quand je parle de cohérence, on a un problème cruel, qui n'est pas qu'un problème de filière économique, qui est un problème absolument sociétal de logement. Il y a une pénurie de logements en France, et le prix du logement n'en finit pas d'augmenter. Il va y avoir un effet d'éviction lié à ces dispositions. Et quand je parle de cohérence, je veux dire par là qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la réflexion, on n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche pour dire oui, il faut relever ce défi, en l'occurrence des émissions de gaz à effet de serre liées au logement, et voilà comment on va financer pour les ménages, pour les entreprises, les solutions que l'on va mettre en œuvre. Et pour conclure, moi, ma grande crainte, c'est que là, où chez les entrepreneurs, je l'ai dit, mais c'est d'évidence le cas également chez les ménages, il y a cette prise de conscience, il y a cette volonté absolue d'aller vers une planète plus propre, plus vertueuse, faute de loyauté, faute de cohérence, faute de transparence, on risque de provoquer des réactions à l'opposé de l'objectif qui est visé, parce qu'il y aura ce télescopage entre des impératifs économiques et des impératifs environnementaux. On a progressé tous ensemble. Bon, quand on vous écoute, Patrick Martin, on se rend compte que le chemin de crête est quand même extrêmement étroit. Carole Delga, les régions, elles ont la compétence économique, de l'aménagement du territoire. Vous pensez que ce chemin de crête, quand même, il existe, et on le demandera aussi à Madame la Ministre ensuite, parce que la voie de passage, elle semble être quand même étroite. Oui, mais bien sûr que ce chemin de crête, cette voie de passage, elle existe. Elle existe et on doit y travailler collectivement. Parce que les exemples qui ont été donnés, quand on est président de région, quand on est élu local, on est à portée d'engueulade et bien entendu qu'on doit apporter des solutions de façon très concrète. Et quand on a des personnes qui travaillent la nuit, les transports en commun, ils ne sont pas présents. Et quand on gagne 1 500 € par mois, bien de changer la voiture, c'est une dépense qui est difficile. Mais pour autant, on ne doit pas renoncer parce que on voit que ce réchauffement climatique, il est à l'œuvre. Il est en train, au fil des années, de dégrader notre qualité de vie. Donc, et c'est là où on a la possibilité, en étant tous ensemble, en prenant en compte différentes contraintes, amener des solutions. Alors bien sûr que les subventions, à un moment, ça veut dire qu'il y a de l'argent public, ça veut dire qu'il y a des impôts. Mais là, c'est important qu'on sache que cet argent public, il permet de développer aussi de nouvelles économies. Sur la question des énergies renouvelables, si l'ensemble des présidents de région, nous nous sommes battus pour que des trains à hydrogène circulent en France, c'est parce que nous savons à ce moment-là que ça permet de retrouver une souveraineté industrielle. Parce qu'il y a de ça quelques années, le train à hydrogène, il était expérimenté en Allemagne et on les expliquait en France que l'expérimentation n'allait pas être conclusive. Il y a 4 régions
donc Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, donc Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, qui sont allés voir Alstom et qui ont dit « Nous allons vous commander 14 trains à hydrogène, ce qui vous permet d'avoir une commande significative pour amortir la R&D. Et en France, ces trains sont financés aux 2 tiers par les régions, 1 tiers par l'État. En Allemagne, c'est 2 tiers par l'État, 1 tiers par les Länder. Donc on arrive à concilier parce qu'à travers ce transport en commun, eh bien, on va créer de l'emploi sur tous les territoires. Vous avez cité Bosch sur Rodez. Là, il faut être clair quand même qu'il y a... Je viens du monde du BTP, avant d'avoir été élu. Il faut être clair, il faut se parler vrai. Ce grand groupe, il n'a pas voulu anticiper certaines évolutions. Il y a eu un entêtement, il y a manqué une diversification. Et ça, j'ai su le dire au grand patron aussi de Bosch, à Stuttgart, parce qu'il y avait une nécessité d'anticiper. Le Dieselgate, il existait. On sait ce qui s'est passé en termes de malversation. Et il y avait une tendance de fond, et il y avait une nécessité de la diversification qui n'a pas été mise en œuvre. Et aujourd'hui, en effet, présidente de la région Occitanie, je connais bien la difficulté de réimplanter 500 emplois à Rodez. Je la vois bien. Mais là, pour autant, on ne doit pas baisser les bras, il n'y a pas de fatalité, et c'est en travaillant ensemble, et nous avons sur la question de la rénovation énergétique, là bien sûr que ce sont des contraintes, mais c'est aussi un formidable accélérateur pour avoir des savoir-faire spécifiques en France sur la question de la rénovation. Et c'est sur le partenariat public-privé, c'est indispensable. Les régions, nous sommes maintenant autorisés depuis 18 mois d'être actionnaires. Et beaucoup de présidents de région ont décidé d'être actionnaires. Nous sommes associés avec des entreprises privées, que ce soit Schlumberger, avec d'autres, pour pouvoir participer à cette transition énergétique, avoir des électrolyseurs pour l'hydrogène vert, pour pouvoir aussi développer des nouveaux matériaux pour la construction durable. Donc c'est un volontarisme très fort, c'est une prise en compte des réalités, une prise en compte des difficultés, d'avoir une gradation, bien entendu, mais sur cela, les régions, nous y sommes tout à fait prêts. Et quand je dis les régions, c'est pour animer un collectif. Animer un collectif, bien entendu, avec l'État, c'est ce que nous faisons sur les territoires, avec l'ensemble du monde économique, voilà, que ce soit avec le MEDEF, avec les réseaux consulaires, avec aussi les intercommunalités. Et cela, nous devons partager les objectifs, nous répartir le travail, ne pas être en concurrence, nous répartir le travail, savoir quel est le plus compétent pour gérer une problématique, pour gérer une infrastructure, mais nous devons absolument investir. Dans la question, et ce sera vraiment ma conclusion, dans la question de la recherche et du développement, c'est là où nous devons être en pointe, la France. Nous devons vraiment être très volontaristes sur la recherche et sur la formation. Parce que nous avons des transformations, nous avons des pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs qui veulent embaucher, nous avons des formations qui sont inadaptées aux besoins des entreprises, et c'est à travers vraiment un effort sur la recherche et un effort sur une formation adaptée, et donc une éducation, une école au sens large du terme, ouverte sur le monde de l'entreprise, que nous réussirons ces transitions de façon collective. Madame la ministre, vous vouliez répondre? Oui, moi je trouve que le débat est passionnant et qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est important et les faux débats qui nous font perdre du temps. Les faux débats qui nous font perdre du temps, c'est des vieux trucs que j'entends depuis des années entre les méchants écologistes punitifs ou les méchantes entreprises qui ne veulent pas faire d'environnement, qui ne s'y intéressent pas. Moi, je lisais encore il n'y a pas longtemps une enquête qui a été faite par BPI France auprès des entreprises et qui disait, j'ai les chiffres là, hein, que 80% des dirigeants considèrent que le changement climatique appelle à une réaction d'urgence. 86% des dirigeants d'entreprise se sentent concernés par les objectifs mondiaux de baisse des émissions de carbone. Donc
il faut qu'on arrête avec les faux débats. De la même manière, il faut qu'on arrête avec cette idée que des règles, des lois, des réglementations vont à l'encontre de la liberté. C'est la base, en fait, d'une vie en société d'avoir des règles. J'ai enlevé tous les feux rouges sur les routes et puis vous allez voir ce que ça va donner. Enfin, on a besoin de règles, justement, pour vivre ensemble. Mais ces règles, elles doivent être débattues démocratiquement. Elles doivent être validées, elles doivent être endossées par la population. Et c'est peut-être là le sujet sur lequel on doit réussir collectivement à travailler. Quand on parle de l'acceptabilité d'un certain nombre de projets, alors moi je vais vous dire, hein, aujourd'hui c'est les éoliennes, demain c'est la méthanisation, après-demain c'est les projets photovoltaïques sur des champs, après-demain ce sera un nouveau réacteur nucléaire. Bref, il ne faut pas qu'on se laisse entraîner dans des réactions qui sont des réactions qu'on peut comprendre quand on a une implantation d'une entreprise près de chez soi, quelle qu'elle soit, mais il faut trouver le moyen de gérer cette acceptabilité. Et c'est un vrai sujet. L'acceptabilité, ça ne peut marcher que si nos concitoyens se sentent écoutés et ont le sentiment de participer. On a fait, suite à la crise des Gilets jaunes, des essais de participation démocratique à la décision. On a essayé avec la Convention citoyenne, le grand débat. Il y a, je crois, un vrai travail à faire tous ensemble pour associer tout le monde à cette grande réforme, à cette grande transition écologique que nous allons devoir faire. Nous sommes obligés de la faire. Donc arrêtons de nous voiler la face, on doit la faire. Après, comment on l'a fait ? Eh bien, on l'a fait justement en accompagnant. Moi, je crois qu'il faut aussi qu'on ne voit pas que les aspects négatifs. Et vous avez raison quand vous dites que les entreprises sont plutôt proactives sur la question. Là, moi, j'entends parler des contraintes, mais quand je vois que nous avons énormément d'appels à projets dans le cadre du plan de relance, qui sont un succès fou, on est obligé de rallonger, de remettre de l'argent dans un certain nombre de programmes parce qu'ils rencontrent un enthousiasme de la part des entreprises qui n'attendaient que ça pour pouvoir passer à l'industrialisation sur de nouveaux modèles qu'ils avaient testés. Je pense à une entreprise que je suis allée voir qui travaille sur du béton de chanvre, par exemple, qui faisait du béton classique et qui avait commencé à travailler sur le béton de chanvre et qui avait trouvé un très bon procédé, mais qui avait besoin de passer à la phase d'industrialisation. Grâce au plan de relance, typiquement, cette entreprise, elle va pouvoir passer à l'étape du dessus et à avancer sur son béton de chanvre qui, en plus, a des vraies valeurs de tout point de vue, que ce soit en termes d'efficacité énergétique, mais aussi en termes d'emploi, parce qu'ils vont recréer de l'emploi. Bref, on est sur un cercle extrêmement vertueux. Donc, ne passons pas non plus notre temps à ne pas voir les potentialités de développement de cette transition écologique. Et l'État est là pour ça. Le plan investissement d'avenir, c'est 10 milliards. 10 milliards pour développer une nouvelle filière, que ce soit sur le stockage de l'énergie. Je reviendrai après sur la question énergétique parce que c'est un sujet effectivement très important. Sur la réincorporation de matières recyclées, le recyclage, sur le stockage, sur aussi de nouvelles filières, comme la filière hydrogène. La filière hydrogène, on va mettre 7 milliards d'ici à 2030 sur le sujet. On va mettre aussi en place les énergies renouvelables. Bref, vous voyez qu'on est sur des potentialités qui sont énormes, qui méritent d'être drivées un minimum, parce qu'effectivement, il va y avoir, si on ne fait pas suffisamment d'anticipation, des bassins d'emploi entiers qui vont se retrouver en difficulté pour faire cette transition. Et donc la gestion de la transition est un moment délicat, donc il faut qu'on travaille avec les collectivités, avec les entreprises, pour, sur les territoires, identifier là où ça va poser problème, et on voit bien dans le secteur de l'automobile que ça va très vite et que les sous-traitants ont du mal à suivre. Donc il faut qu'on travaille sur les territoires pour récupérer les compétences, pour travailler sur la formation et pour travailler sur une réorientation pour qu'on puisse réinjecter de la richesse et de l'emploi dans ces territoires. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de préparer, notamment avec France 2030, qui est le nouveau plan d'investissement qui va préparer et aider à financer tout cela. Sur les financements, vous dites, ça coûte cher, d'où vient l'argent, etc. Il ne faut pas oublier aussi, on parlait de la pollution de l'air tout à l'heure et des ZFE. La pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an.
C'est la 3e cause de mort évitable après le tabac et après l'alcool. Ne pas s'en occuper serait une totale hérésie. On ne parle pas du coût pour la collectivité, donc pour l'argent public, pour nos impôts, de la pollution de l'air. Ce que ça signifie en termes de prise en charge médicale, en termes de remboursement de sécurité sociale, en termes d'emploi de personnes qui ne peuvent plus aller travailler, en termes d'arrêt de travail, etc. Donc, n'oublions pas que certains coûts peuvent être évités grâce au travail que nous sommes en train de faire. Un rapport sénatorial qui date de 2016, je crois, avait conclu que ça coûtait 100 milliards la pollution de l'air par an, en tout. Donc, ne nous focalisons pas non plus que sur une vision qui serait une vision qui ne serait pas globale de la question. Sur la question énergétique, je terminerai sur ce point. D'abord, la mise en cause de RTE, moi, je m'inscris en contre totalement. Par contre, il y a un point sur lequel je rejoins Bernard Accoyer, c'est que nous devons anticiper l'évolution de notre mix énergétique de la manière la plus pragmatique possible, de la manière la plus rationnelle possible, et en se fondant sur des expertises qui sont des expertises qui seront les plus croisées. En fait, l'important, je crois, pour qu'on y arrive, c'est ne pas se fonder sur une seule expertise, c'est en regarder plusieurs. Et c'est pourquoi le gouvernement, contrairement à ce que dit Bernard Accoyer, prend évidemment la chose très à cœur. C'est pourquoi nous avons travaillé avec l'Agence internationale de l'énergie, donc qui sont des experts internationaux reconnus, pour regarder comment pouvait évoluer notre mix énergétique. Et c'est pareil, je voudrais qu'on sorte de l'opposition idiote entre les pros, les anti-nucléaires. C'est stérile. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est regarder comment notre mix peut nous permettre, 1, d'avoir une autonomie énergétique, 2, de répondre évidemment à nos besoins futurs, et 3, de nous permettre aussi d'être compétitifs par rapport aux autres pays et par rapport à ce qui se passe autour. Mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est une erreur. C'est une erreur. Là, je vous parle de simple bon sens. Là, tout à l'heure, dans le débat précédent, on parlait de bon sens. C'est du simple bon sens. Mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est prendre le risque de se retrouver le bec dans l'eau s'il y a le moindre problème. Et ça vaut pour tout. Donc, quand il a été décidé de baisser la part du nucléaire, c'était aussi pour rattraper notre retard, le retard que nous prenons par rapport à nos partenaires européens et internationaux sur le développement des renouvelables. Ce n'est pas normal que nous ayons une grande partie des éoliennes qui sont construites dans ce pays, qui sont fabriquées avec des matériaux et avec des composants qui sont fabriqués ailleurs, parce que nous avons pris du retard là-dessus. Sur le photovoltaïque, n'en parlons pas. Les panneaux chinois, je crois que tout le monde voit ce dont je veux parler. Nous avons besoin de développer ce secteur qui est un secteur sur lequel nous sommes en retard et sur lequel nous avons des engagements au niveau européen, sur lesquels je me suis fait rappeler à l'ordre par la commissaire européenne il y a quelques mois. Donc, faisons en sorte de développer des filières qui sont des filières qui nous permettront d'être autonomes d'un point de vue énergétique et de répondre aux besoins. Pour cela, l'Agence internationale de l'énergie nous a donné des éclaircissements sur les potentialités sur le mix français. Donc le mix français est un mix qui est aujourd'hui électrique, je parle, est un mix qui est à 72% composé de nucléaire, le reste du renouvelable, parmi lequel l'hydroélectricité est très importante, et puis encore un peu de fossiles que l'on va réduire. Nous allons, grâce à RTE, mais aussi grâce au travail qui a été fait par l'Agence internationale de l'énergie, avoir plusieurs scénarios qui sont en train d'être travaillés, qui vont sortir à l'automne, qui seront des scénarios avec plus ou moins de renouvelables et plus ou moins de nucléaire. Ces scénarios seront renseignés par rapport à leur faisabilité, leur acceptabilité, le coût aussi, parce que l'Agence internationale de l'énergie fait des projections sur les coûts de production des différents modes de production d'électricité. Le nouveau nucléaire, selon l'Agence internationale de l'énergie, pas selon RTE, monsieur Accoyer, selon l'Agence internationale de l'énergie, le nouveau nucléaire, ça va être très cher. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut s'en passer?
Moi, je ne dis pas ça. Alors, Je dis monsieur simplement Accoyer, qu'il faut en il a pas tenir l'air d'accord compte. avec vous. Mais moi, c'est pas une question d'accord ou pas d'accord. Je dis ce que dit l'Agence internationale Alors, de l'énergie. il va nous expliquer C'est une pourquoi il n'est pas question. d'accord. Je voudrais citer le Fatih Juste un Birol. instant. Fatih Birol, Fatih Birol, que je connais bien. qui est le directeur opérationnel de l'AIE. Il a dit publiquement: fermer des réacteurs nucléaires serait une erreur. Le nucléaire est un atout pour la France. On a besoin du nucléaire et du renouvelable. Et vouloir fermer des réacteurs qui peuvent fonctionner encore 10 ou 20 ans selon l'avis de l'autorité de sûreté est évidemment un gaspillage énorme et surtout nous fait perdre toute chance de respecter les objectifs climatiques qui sont les nôtres. Le nucléaire en France, c'est ce qui nous permet d'être les leaders en matière d'émissions de gaz à effet de serre des pays du G7 et co-leaders en Europe en matière d'émissions de gaz à effet de serre par habitant. C'est grâce au nucléaire, c'est grâce à notre mix énergétique et électrique que nous y arrivons. C'est 220 000 emplois, c'est un savoir-faire de haut niveau qui, évidemment, en l'absence de décision et en succession de décisions négatives à son égard, c'est une filière qui aujourd'hui est menacée, alors que c'est un atout pour la France, un atout climatique exceptionnel. Donc, Madame le Ministre, oui, je vous provoque, parce que je pense que nous sommes sur une voie qui est extrêmement dangereuse et qu'elle doit au contraire être très ouverte, apporter l'aide qu'elle doit apporter aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, la moitié du chiffre d'affaires des énergies renouvelables, c'est de l'argent public, ça ne peut pas durer. Et également prêter toute attention en évitant et en ne fermant plus des réacteurs, parce que la fermeture de Fessenheim, c'est quand même 10 milliards d'euros, et les 14 réacteurs, les 12 qui doivent être encore fermés d'ici 2035, c'est une somme colossale, c'est un gaspillage inouï, et surtout c'est un gaspillage vis-à-vis du climat. Donc, et vous dites qu'il faut être ouvert, eh bien soyez ouverts, ouverts pour les énergies renouvelables, mais ouverts aussi pour cet atout fantastique qui est une fierté française, et il ne doit pas y avoir une priorité qui serait de sortir du nucléaire sur lutter contre le climat, pour le climat. Il me semble, Bernard Accoyer, il me semble que le gouvernement n'a jamais dit qu'il fallait sortir du nucléaire. Le gouvernement n'a jamais dit non plus que le nucléaire n'était pas un atout. Nous avons un atout du nucléaire. Le nucléaire a des avantages et des inconvénients, de la même manière que les énergies renouvelables. Le nucléaire a un atout qui lui est reconnu par tous, y compris par les gens qui veulent en sortir d'ailleurs, c'est qu'il est décarboné. Donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de se projeter à 20, 30, 40 ans. Dans 20, 30, 40 ans, est-ce que le nucléaire doit être la seule solution? Oui ou non? Si on reconstruit du nouveau nucléaire, quel type de nouveau nucléaire doit-on construire? Si on construit du nouveau nucléaire, est-ce qu'on doit en construire beaucoup, un peu moins? Ça, c'est un débat. Et c'est un débat, ne vous déplaise, Monsieur Accoyer, et ne vous déplaise l'applaudimètre, qui doit être un débat posé devant nos concitoyens. C'est-à-dire que la décision doit être prise après un débat. Tout à l'heure, on parlait de l'acceptabilité. Tout à l'heure, on parlait de l'association de la société dans son ensemble, les entreprises, les collectivités, les citoyens, à la décision politique. Une décision aussi lourde que celle-là, elle doit faire l'objet d'un débat, et un débat, il ne peut se faire que sur la base de scénarios, des scénarios où on dit combien ça va coûter, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients à tous les scénarios. La question du prix de l'électricité et du coût pour nos concitoyens, ça va coûter combien, la facture d'électricité pour nos concitoyens, voilà des éléments que nous devons tous avoir en tête. Et donc, moi, je ne prétends pas apporter une réponse, je prétends apporter des éléments de débat qui seront posés sur la table et qui permettront à chacun de se faire une idée et d'en discuter. Moi, c'est tout ce que je demande. Je ne supporte plus qu'on prenne la décision à la place des gens sans avoir le débat. C'est tout simple. Et alors, à 20, 30 ou 40 ans, comme disait Madame la Ministre, Patrick Martin, vous voyez, ça commence. Je rebondis, je rejoins Madame la Ministre, mais après c'est un art d'exécution. Il faut avoir toutes les cartes en main. Dans ce débat absolument central, existentiel, disons les choses, on oublie trop souvent de rappeler que la France, c'est 3% du PIB mondial, c'est 0,9% des émissions de gaz à effet de serre.
Donc, il ne faut pas s'auto-flageller sans arrêt. Premier point. Deuxième point, et pardon d'être au ras des pâquerettes, mais c'est un peu la caractéristique des chefs d'entreprise, en tout cas la mienne, hein. Il y a un rapport récent qui a été publié par Bloomberg et qui établit que pour atteindre un objectif impératif de neutralité carbone pour la planète en 2050, les coûts pour l'économie, pour les agents économiques dont les entreprises, mais pas qu'elles font partie, sera entre 95 000 milliards de dollars et 153 000 milliards de dollars. Donc c'est en ça également que je vous rejoins, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de loyauté et de transparence. Il nous faut dans tous ces débats poser tous les sujets. Poser tous les sujets. Si la France n'est qu'à 0,9, c'est toujours trop, % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est aussi parce qu'elle a exporté son industrie. L'industrie automobile française, qui était un fleuron, a dorénavant une balance commerciale lourdement déficitaire. L'agriculture française, l'agroalimentaire français ont une balance commerciale qui demeure excédentaire grâce aux vins et spiritueux. Dieu sait si j'apprécie les vins et spiritueux. Mais ça veut dire que sur tout le reste de nos productions, nous sommes dorénavant déficitaires. Et ça n'est pas suffisamment dit dans le débat public. Et d'une manière générale, j'en finirai par là, dans les textes, dans les projets et propositions de loi, les études d'impact demeurent quasiment inexistantes. Ça a été le cas singulièrement pour la loi climat et résilience. Et Dieu sait si le MEDEF, de bonne foi, dans un esprit constructif, a alerté sur ce point-là. Pour autant, vous pouvez chercher dans la loi climat et résilience l'étude d'impact social et économique. Oui, il y a une étude d'impact environnemental qui conduit d'ailleurs, selon nos calculs, à ce que la tonne de carbone évitée coûte 800 €. Le prix de marché est actuellement à 56 €. Donc, vous voyez, il faudrait quand même à un moment donné que la raison l'emporte. Alors on se rend compte que... Juste un point là-dessus. Je pense qu'il y a un truc très important qui vient d'être dit par Patrick Martin. Très, très important. Il ne faut pas se limiter à la production de carbone en France métropolitaine. Nous avons beaucoup délocalisé, enfin nous avons globalement beaucoup délocalisé, et donc nous avons délocalisé notre production de carbone. Et donc notre empreinte écologique au niveau mondial est très importante. C'est pourquoi on travaille, et ça c'est un des sujets très importants de la PFUE, de la présidence française de l'Union européenne, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pourquoi ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est absolument fondamental? Justement pour arrêter avec ces fuites de carbone. C'est-à-dire que les règles qu'on demande, et que ce soit les règles en France, mais vous avez bien vu que le nouveau paquet de la Commission européenne, le Fit for 55, est très ambitieux en termes d'objectifs environnementaux, que les efforts qui sont demandés aux entreprises européennes, évidemment, ne les pénalisent pas par rapport aux autres entreprises qui vont évidemment aller produire dans des pays qui n'ont pas les mêmes règles. Donc ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, les gens appellent ça une taxe carbone aux frontières, c'est pas le terme, parce que c'est évidemment dans le respect des règles de l'OMC, ça va être tout simplement des règles pour que les entreprises des autres pays soient obligées de respecter les règles que nous, on impose au niveau européen. Voilà un point très important sur lequel on va travailler pendant les mois qui viennent et les années qui viennent, parce que c'est aussi ça la condition de la réussite et d'une réelle baisse des émissions de gaz à effet de serre au niveau international, sous impulsion française, parce que pour une fois, on pourrait faire un petit cocorico, ce mécanisme-là, on se bat pour l'avoir depuis des années, et enfin, on réussit à avoir gain de cause au niveau de l'Union européenne. Et le MEDEF est moteur aussi. Et Catherine MacGregor, peut-être un mot sur ce sujet-là Non, c'était simplement pour rebondir en fait sur la définition du bouquet énergétique à 2030, 2040, 2050. Il y a encore pas mal d'inconnus en France sur ce sujet. Le message très important pour nous, c'est qu'il faut décider. C'est très important qu'on ait une vue sur ce bouquet énergétique à 2030, 2040, 2050. Nous autres industriels, les collectivités locales et tout l'engagement qu'on doit faire auprès de nos parties prenantes, tout ça, ça prend énormément de temps. On rappelle qu'un champ éolien offshore, on en est à 11 ans et on n'est pas encore, enfin, le compteur tourne encore. Donc il faut du temps, donc il faut décider et puis après dérouler cette belle stratégie industrielle pour avoir un mix énergétique décarboné pour la France à 2050. Message bien passé, il faut décider. Alors peut-être un tout dernier mot de Lydie Lescarmontier. Quand vous voyez, vous, en tant que scientifique, la difficulté ne serait-ce que de poser le débat, de trouver des consensus, est-ce que ça vous inquiète
vous et votre nature optimiste quand même? Non, ça ne m'inquiète pas. Je pense que c'est, pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit précédemment, notamment par Carole Delga, je pense que c'est dommage qu'effectivement les entreprises n'aient pas été impliquées plus tôt peut-être dans ce débat sur l'écologie. C'est un problème qui nous concerne tous. On voit qu'il y a des bilans qui sont sortis qui montrent que des ménages héroïques peuvent diminuer de 25% leur empreinte carbone, mais tout le reste, c'est vraiment attaché à des changements de société. Donc là, les entreprises peuvent à la fois avoir des opportunités en termes de diminution d'impact, mais aussi pour trouver des solutions. On parle beaucoup d'innovation et je pense vraiment que l'une des solutions en fait, aux défis climatiques va aussi venir de ce secteur-là. Mais pour moi, il y a deux choses qui doivent être... deux paramètres qui sont extrêmement importants. C'est déjà l'implication personnelle, à la fois des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés. Et ça passe par ce que vous disiez, la formation. Je pense que moi, je fais énormément de formations. Il n'y a pas très longtemps, j'en ai fait notamment dans une entreprise qui était attachée au secteur agricole. Et je suis à chaque fois étonnée de voir qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et c'est des formations qui doivent dépasser des ateliers de 2 heures. Pour moi, c'est vraiment des questions qui demandent du temps. Et il faut accompagner aussi ces entreprises en leur apportant ces connaissances. Merci Lydie, merci à tous d'avoir participé à ce débat. On vous souhaite une très bonne soirée et une bonne continuation demain avec la suite de la REF.